On consomme les œufs du poisson spatule. Il suffit donc d'aller les chercher dans les élevages. Curieusement, le poisson spatule est encore plus primitif que Tiktaalik qui est éteint. Ses nageoires ressemblent beaucoup moins à des pattes. Étant apparentés, tous deux devraient cependant avoir le même patrimoine génétique. Neil Shubin analyse donc des embryons de poissons spatules à la recherche des gènes homéotiques liés à la fabrication des nageoires. Il se concentre sur un groupe en particulier. Les gènes OX. Il découvre alors que ces derniers jouent un rôle clé dans la formation des nageoires du poisson spatule. Une partie des gènes OX active le premier stade de leur développement, un gros cartilage qui est rattaché à la ceinture scapulaire. Curieusement, ce sont les mêmes gènes qui produisent l'os long du membre antérieur de tous les tétrapodes, y compris l'homme. Chez le poisson spatule, un autre groupe de gènes OX commande le stade suivant du développement des nageoires. Or, ce sont les mêmes qui contrôlent la croissance du radius et du cubitus chez l'homme. Enfin, ces mêmes gènes, mais travaillant dans un ordre différent, forment l'ensemble des os de l'extrémité de la nageoire. Et c'est encore une fois la même séquence de gènes qui façonne nos doigts et nos orteils. Cette découverte est capitale. Soudain, quelque chose est venu combler le fossé qu'on pensait infranchissable entre les tétrapodes et les poissons. Si Tiktaalik possédait les mêmes gènes, cela signifie que les poissons préhistoriques étaient déjà porteurs de presque tout le matériel génétique nécessaire pour faire des bras et des jambes. Il a suffi de quelques mutations, de quelques changements dans le timing et l'ordre des gènes activés ou inhibés pour qu'une nageoire devienne un membre. L'évolution n'a pas besoin de créer de nouveaux gènes ou de nouvelles combinaisons pour produire des nouvelles structures. En reconfigurant les anciens, elle invente de véritables merveilles. Il est donc aujourd'hui possible de répondre en partie aux interrogations de Darwin. Les scientifiques ont en effet mis en évidence des éléments qui permettraient d'expliquer que tous les tétrapodes soient des descendants des poissons. En son temps, le naturaliste avait aussi provoqué un véritable tollé en établissant un parallèle avec certains de nos proches parents. Peu après le retour de Darwin, un orang-outan nommé Jerry a été exposé à Londres. C'était la première fois qu'on voyait un grand singe en captivité. Darwin a été frappé par son comportement très enfantin. Il y a vu de nombreux traits humains. Lorsque Darwin avance que l'homme descend du singe, il est violemment pris à partie. Il s'attaque à un dogme intouchable. Dieu a créé l'homme à son image et il est supérieur à toutes les autres créatures. De nos jours, il est communément admis que nous partageons bien un ancêtre commun. Le problème, c'est qu'après avoir séquencé le génome de l'homme et celui du singe, nous sommes face à une nouvelle énigme. Katie Pollard est spécialiste de l'ADN du chimpanzé. Étant donné les différences entre les deux espèces, on pourrait s'attendre à avoir un tout autre ADN. En fait, il est identique à 99%. Soit juste un tout petit écart de 1%.
La question n'est plus comment des animaux aussi différents peuvent-ils être apparentés, mais plutôt comment des animaux apparentés peuvent-ils être aussi différents. Cela, Darwin ne pouvait pas le savoir. Des réponses commencent à émerger. L'une d'elles est fournie par la génétique d'un des organes les plus précieux de l'homme, la main. La main humaine est une merveille de technologie. Agile, adroite, il n'y a rien de comparable dans la nature. Elle offre une combinaison unique de précision et de force grâce à un doigt en particulier, le pouce. L'une des caractéristiques de la main humaine est la capacité du pouce à toucher les 4 autres doigts. Ça nous permet de former une pince qui nous donne une grande précision. On peut également appliquer une grande force dans ce contact. Quand on tient une balle, en fait, on la pince et on peut y mettre beaucoup d'intensité. Un avantage indéniable pour jouer au baseball. Pourquoi possédons-nous des outils aussi polyvalents comparés à nos proches cousins? Jim Noonan s'est fixé pour mission de le découvrir. Il s'est lancé dans l'étude de ce petit 1% d'ADN que nous ne partageons pas avec les chimpanzés. L'une des questions fondamentales de la science est qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? C'est ce que nous tentons de savoir. Qu'est-ce qui fait que les humains sont des humains? C'est un long travail. 1%, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est tout de même 30 millions de lettres chimiques, les A, T, C et G de l'ADN. Le génome est vaste. On ne peut pas déterminer ce qui est important et ce qui ne l'est pas juste en examinant une séquence. Jim Noonan finit pourtant par repérer quelque chose dans l'ADN humain. Une séquence qui diffère en 13 endroits de celui du chimpanzé. L'ennui, c'est qu'il ignore quelle est son action. Pour le savoir, il l'implante dans un embryon de souris. Et pour suivre plus facilement ses effets, il la lie à un gène marqueur bleu. Il pourra ainsi voir l'endroit où la séquence s'activera dans l'embryon. Au cours du développement, celle-ci semble agir un peu partout. Mais elle interfère plus particulièrement sur l'extrémité de la patte. C'était super. L'image était frappante. Jim Noonan s'aperçoit que l'ADN humain agit sur le pouce et le gros orteil de l'embryon de souris. Il semble avoir trouvé un switch qui permet de former un des attributs essentiels de l'homme, le pouce, la partie de la main qui nous donne force et précision. Cette force et cette précision qui nous permettent de tenir un pinceau, de manipuler des outils, de piloter un avion de chasse, de noter nos pensées, toutes ces choses qui nous séparent des autres primates. Avoir une main préhensile est une chose, mais encore faut-il savoir s'en servir. Et pour ça, l'homme dispose d'un autre organe hors norme. Son cerveau. Le cerveau humain est 3 fois plus gros que celui du chimpanzé
et présente une structure totalement différente. Pour comprendre pourquoi nous sommes ce que nous sommes, il est primordial de savoir comment a évolué cet instrument extraordinaire. Darwin lui-même était bien en peine de l'expliquer. C'est d'ailleurs pour cela que ses détracteurs n'admettaient pas sa théorie des origines de l'homme. Aujourd'hui, une hypothèse surprenante pourrait expliquer en partie ce développement exceptionnel. Le docteur Ansel Steadman est un athlète accompli qui n'aurait jamais imaginé résoudre l'un des plus grands mystères de l'évolution. Il a consacré sa carrière au traitement de la dystrophie musculaire, une grave maladie dégénérative, parfois mortelle. C'est un choix qu'il a fait pour des raisons très personnelles. Ma rencontre avec la dystrophie musculaire était inévitable. J'ai 2 frères qui en sont atteints. La dystrophie musculaire est une maladie génétique. Elle est causée par la mutation d'un gène qui prive les muscles de leur capacité d'autoréparation. Une séance d'escalade comme celle-ci doit détruire quelques milliers de cellules musculaires. Mais elles se régénèrent dans la nuit et elles sont même un peu plus fortes quand je reviens m'exercer le lendemain. Dans la dystrophie musculaire, en revanche, le processus dégénératif est accéléré et dépasse les capacités de réparation de l'organisme. À la recherche d'un traitement, Ansel Steadman étudie les centaines de gènes qui contrôlent le développement des muscles. Le projet Génome humain est pour lui une aubaine. Grâce aux résultats de ce gigantesque projet, on savait exactement quoi chercher. Ansel Steadman traque de nouveaux gènes qui pourraient être liés au développement musculaire. Il entreprend l'examen de la montagne de données fournie par le séquençage du génome. Il finit par trouver ce qu'il cherche. Un gène non identifié qui présente d'étranges anomalies. Il ne ressemble pas aux autres gènes qui fabriquent les muscles. Il lui manque 2 lettres. Ce gène pourrait être à l'origine d'une maladie. Il a tout de suite été évident qu'une mutation de ce type provoquait de graves problèmes musculaires. Le chercheur est face à une nouvelle énigme. Pourquoi les humains possèdent-ils un gène défectueux? Se pourrait-il qu'il y ait eu une simple erreur dans les données? Pour en avoir le cœur net, Steadman décide d'étudier un autre sujet humain. Je dois avouer qu'on pratique parfois certaines expériences sur nous-mêmes, surtout par commodité. C'est facile de prélever son propre ADN. À sa stupéfaction, il trouve dans son ADN ce même gène endommagé. Je le repère dans mon ADN et là, je me dis, ça veut dire que j'ai une maladie musculaire. Une affection dont je ne suis pas conscient. J'ai fait des prélèvements sur d'autres membres du labo. Et quelques cotons-tiges plus tard... Et bien sûr, ils avaient tous le même défaut au même endroit. Le mystère est entier. Ce gène particulier semble courant chez les humains. Pourtant, lorsque Steadman l'identifie chez le singe, il ne présente aucun défaut. Pourquoi une telle différence? Que permet-il de faire à une espèce et pas à l'autre? Ansel Steadman enquête sur le rôle de ce gène chez le singe. Il découvre qu'il sert à fabriquer un muscle bien précis, celui de la mastication. Celui qui permet très exactement de fermer la mâchoire. Chez les humains, ce défaut génétique
signifie que nous mâchons avec beaucoup moins de force que le singe. Ce résultat est déjà intéressant, mais le chercheur creuse plus profondément. Ses conclusions sont étonnantes et très controversées. Il établit un lien direct entre la puissance des muscles masticateurs et l'évolution du cerveau humain. Sa réflexion est la suivante. Le crâne des humains et des singes est constitué de plusieurs plaques osseuses indépendantes, ce qui permet à la tête de grossir au cours de la croissance. Les muscles masticateurs exercent une traction sur ces plaques. Et chez les singes, les forces en jeu sont considérables. Chez le gorille, ce muscle, qui est gros comme celui de ma cuisse, part d'ici et passe à travers ce trou pour actionner la mâchoire. On ne parle pas d'un biceps ni d'un triceps, mais d'un quadriceps. C'est un muscle énorme qui doit passer dans ce trou pour faire fonctionner l'appareil masticatoire. Selon Ansel Steadman, chez le singe, cette puissance musculaire force les plaques osseuses du crâne à fusionner plus tôt, ce qui limite la croissance du cerveau. La fontanelle du chimpanzé, du gorille ou de l'orang-outan est complètement soudée vers l'âge de 3 ou 4 ans. Chez l'homme, la croissance reste possible jusque vers 30 ans. Ce serait là le secret. Une mutation du muscle de la mâchoire chez l'homme permet à son crâne de grossir jusqu'à l'âge adulte, créant davantage de place pour le cerveau. Voilà pourquoi notre organe le plus important pourrait continuer à se développer. Il est très séduisant de penser qu'une mutation qui affecte les muscles pourrait être l'événement décisif qui nous a fait évoluer vers une espèce distincte. C'était peut-être la condition essentielle pour faire de nous ce que nous sommes. Nous commençons seulement à comprendre l'évolution du cerveau humain. C'est un domaine de recherche qui attire des scientifiques dont les spécialités auraient laissé Darwin pantois. Katie Pollard est biostatisticienne. Elle passe sa vie penchée sur des chiffres. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est de cogiter sur mon ordinateur, d'écrire des programmes et de penser biologie. Mes recherches actuelles n'intéressent pas que les scientifiques. C'est un sujet qui nous touche tous de près. Qu'est-ce qui nous rend humains? Elle a développé un ambitieux programme informatique conçu pour mettre en lumière les ADN similaires chez les singes et d'autres animaux, mais différents chez l'homme. Elle espère ainsi identifier celui qui n'appartient qu'à notre espèce. Sur les 15 millions de lettres qui nous distinguent du chimpanzé, il faut trouver celles qui sont importantes. Pour ça, nous cherchons les endroits où l'homme diffère du chimpanzé, mais où le chimpanzé est très proche des autres animaux. Comparer les séquences d'ADN d'hommes et de chimpanzés représente une tâche colossale. En gros, ces données représentent une pile de disques durs. Un travail qui aurait pris 35 ans sur un ordinateur de bureau, on l'a fait en un après-midi. À la fin de cet après-midi-là, Katie Pollard dispose d'un ensemble de données établissant les différences entre les hommes et les chimpanzés.
Fait significatif, la plupart des dissemblances ne sont pas dans les gènes, mais dans les switches. En grande majorité, ce ne sont pas des gènes, mais des régions de l'ADN qu'on peut considérer comme des switches, des interrupteurs qui activent ou inhibent un gène voisin, qui lui disent où, dans quelle partie du corps, dans quel tissu, à quel moment ou à quel niveau il doit agir. Mais ce que la chercheuse découvre ensuite est encore plus fascinant. Plus de la moitié d'entre eux étaient près d'un gène agissant sur le cerveau. Un fragment d'ADN en particulier se détache des autres. Il s'agit d'une séquence que l'on sait active dans le développement embryonnaire d'une partie vitale du cerveau, le cortex. Le cortex est la couche superficielle du cerveau. Il est le siège de fonctions uniques à l'homme, comme le langage, la musique ou les mathématiques. Katie Pollard compare deux échantillons de cette séquence d'ADN, l'un provenant d'un chimpanzé et l'autre d'un poulet. Seules deux lettres diffèrent. Mais chez l'homme, ce sont 18 lettres qui varient. Une mutation massive. Pour un chercheur, c'est un grand moment de triomphe. Voilà donc encore un moyen pour l'ADN de façonner les caractères distinctifs de l'homme. Nous savons désormais que l'ADN a plusieurs façons d'agir. Par les gènes, qui fabriquent la matière de notre corps, par les switches, qui activent et inhibent ces gènes, et par les composés chimiques des séquences d'ADN, qui actionnent ces switches. La somme de ces découvertes nous permet de comprendre enfin comment d'infimes variations d'ADN peuvent engendrer d'énormes changements. On peut provoquer des altérations considérables juste en changeant les switches. Modifier deux lettres peut avoir un impact énorme. Comment l'homme peut-il être aussi proche du singe et pourtant aussi différent? Peu à peu, cette dernière énigme darwinienne commence à trouver une réponse. « 150 ans après la publication du livre « De l'origine des espèces », avec la théorie révolutionnaire qui expliquait la vaste diversité de la vie, les scientifiques qui ont repris le flambeau ont accompli des progrès extraordinaires. Si Darwin était là, il serait stupéfait, ravi, ému même, de voir combien sa théorie a progressé. Il serait sidéré par ce que nous sommes capables de comprendre aujourd'hui. Mais ça lui donnerait aussi une immense satisfaction, parce que tout ce que nous avons appris valide ce qu'il disait. Darwin est un scientifique remarquable qui mérite tout notre respect. Toutefois, il ne clôt pas le chapitre de l'évolution. Au contraire, il l'ouvre. Il en a souligné les points majeurs, mais nous en avons découvert davantage qu'il l'aurait cru possible. « 200 ans après la naissance de Charles Darwin et 150 ans après la publication de son grand œuvre, il nous reste beaucoup à apprendre sur l'origine des innombrables formes de vie. C'est en relevant ce défi que nous continuerons à faire progresser la médecine et que nous parviendrons à une meilleure compréhension de ce que nous sommes.